Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors on va parler aujourd'hui d'une affaire dont évidemment plus personne ne parle, enfin plus aucun grand média ne parle. Et pourtant, c'était un scandale d'État. C'est le fameux fonds Marianne, de l'argent qu'on a détourné alors que normalement, on aurait dû, suite à l'affaire Samuel Paty, en faire quelque chose. Mais évidemment, lorsque l'État prend de l'argent, c'est évidemment pour s'en mettre dans les poches. On va du coup en parler avec notre ami François Belliot, qui a fait une enquête, une formidable enquête sur ce fonds Marianne. Ce livre, Le fonds Marianne et les charognards de Samuel Paty, parce qu'on peut dire, cher François, qu'il s'agit bien là de charognards. Les mots sont pas trop durs. C'est le titre que j'avais proposé à mon éditeur et après avoir réfléchi, en fait, ils se sont dit non, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle de charognard, c'est même pas une métaphore en fait, parce que c'est bien d'une certaine façon le cadavre décapité de Samuel Paty qui a servi de prétexte au financement de tout un ensemble de structures. Alors vous avez nommé un nom qui revient souvent dans ces milieux, c'est-à-dire Conspiracy Watch, mais pas que. Et donc sur la charogne, en quelque sorte, de Samuel Paty, des individus, des institutions, des organisations, des associations ont pu récolter des financements qui ne sont pas gigantesques, il faut tout de suite le relativiser. Mais bon, quand on voit les montants qui sont en jeu, ce sont si on compare à je veux dire, même quelqu'un comme moi ou des gens comme vous, je ne sais pas comment vous financez, mais quand on voit les montants alloués, ça fait quand même un peu rêver. C'est-à-dire que nous, on vend juste des magazines. On ne prend pas d'argent de l'État, ne vous inquiétez pas. Voilà, on écrit des magazines et on les vend. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, c'est pas plus que ça. Imaginez, c'est pas grand-chose. Non. Je vois d'ailleurs sur la couverture la sublime Marlène Schiappa, qui aujourd'hui a été d'ailleurs recasée dans une agence de communication qui s'appelle Tilder. Voilà, une agence, une agence qui a pignon sur rue. Voilà, Tilder, et d'ailleurs on les salue pas. Donc voilà, elle n'a eu aucune sanction derrière. Pourtant, c'est elle qui a géré ce fameux fonds Marianne. Alors si, elle a été sanctionnée quand même. Dites-moi de quoi. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été reconduite au gouvernement. Ah, donc voilà. Bon. Oui, non, mais c'est déjà ça. Enfin, c'est la spécificité de cette affaire du fonds Marianne. Je commence le livre, j'ouvre sur différents scandales financiers de l'ère Macron pour remettre un peu les choses en perspective. C'est-à-dire que je parle de l'affaire Alstom, je parle du financement algérien de sa campagne électorale, je parle des affaires de cabinet de conseil, McKinsey et compagnie. C'est-à-dire que le fonds Marianne, ce n'est pas... C'est juste l'iceberg. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet... C'est pas grand-chose en fait. C'est un iceberg, on ouvre... Il y a un trou à l'intérieur, c'est comme un télescope qui permet d'apercevoir tout un monde qui d'ordinaire doit demeurer caché. Donc elle n'a pas été reconduite au gouvernement. Elle a passé un très mauvais quart d'heure devant la commission d'enquête sénatoriale. Bon, c'est un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure, c'est pas de la prison, c'est pas une amende, c'est pas... Et après, elle a pu quand même, dans certains médias, épancher sa tristesse et son ressentiment, ce qui quand même est tout à fait sympathique et plein de mansuétude. Alors, on va revenir... Mais Tinder ne fait pas ça. Si, Tilder, ouais. Voilà, si. Donc, j'ai quelques sources. En même temps, il y a une cohérence. Et puis, elle est directrice associée, donc ça va, elle est bien. C'est un retour aux sources pour elle aussi. Voilà, je suis pas sûr qu'elle connaisse vraiment le métier de la com, et en plus, j'ai appris que Tilder lui payait une nouvelle formation, mais bon, allez, pourquoi pas. Tant mieux pour elle. Mais on va en reparler, cher François. Mais avant ça, je vais faire le tour du plateau. Alors, on a notre amie Stéphanie Reynaud, journaliste, comédienne. On la voit dans des séries, des films. Et d'ailleurs, j'ai été vue très jeune dans une photo, je crois, dans Hélène et les garçons, je crois. Ah non, c'est pas moi. Non ? Non, j'avoue, j'ai pas... Podium, pardon. Non Le film plus. Podium. Ah bon ? Si, c'était toi. Alors, non, mais c'était une apparition comme ça. Oui. Évanescente. Oui. D'accord. Il y a prescription. Ah bon, elle assume pas ses films. Si, j'assume. Là-dedans, je suis pas responsable de Podium. Mais je n'ai fait que passer. Voilà. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, je sais que tu connais très bien cette affaire du fonds Marianne. En tout cas, j'ai beaucoup Et j'espère lu. t'entendre
Très longtemps. Et j'ai lu le blog de monsieur qui vaut le détour. Très bien. Voilà. Merci. Merci à toi, chère Stéphanie. En face, nous avons une nouvelle et je suis très content de la voir. Elle est sociologue et je l'ai rencontrée à une manif de notre ami Florian Philippot. J'ai beaucoup aimé parler avec vous, avec notre amie Martine Le Poulenec. Voilà, on la présente, Martine Le Poulenec, sociologue. J'ai beaucoup aimé parler avec vous et j'espère que vous allez nous montrer votre science là, aujourd'hui. Science, je ne sais pas, un côté plutôt élargi de psychosociologue, psychosociologue, voilà. Alors, donc très élargie, très glaneuse. Je vous expliquerai. ah bah très pourquoi. bien. En plus, vous avez un livre en préparation, je crois. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Grand-mère joyeuse, Ouais, mais en colère. point de suspension, mais en colère. Vous êtes très en colère. Une bonne colère. Bon, bah très bien. Vous savez, ce que je veux aussi, c'est ouvrir parfois les plateaux au niveau des invités plateaux. Voilà. Donc, lorsque je vois des gens intéressants, ben, je les invite et ils viennent ici et ils viennent Merci discuter parce beaucoup. que c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'on ouvre à des nouveaux visages, à des nouveaux profils et qu'on ait aussi de nouveaux avis. En tout cas, merci beaucoup, chère Martine, d'être ici présente. Et enfin, mon ami Nicolas Vidal, l'excellent Nicolas Vidal, un vrai journaliste. Il a écrit Lettres aux autruches et aux tubes digestifs. C'est un best-seller. Salut, cher Nicolas. Déjà, bravo pour cet excellent livre. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment, je t'aime beaucoup, tu sais, mon Nicolas, parce que voilà, toi, tu es un vrai journaliste, tu fais de la vraie enquête, tu t'invites aussi des gens, un maximum de gens, tu es toujours présent, le matin, le soir, l'après-midi, enfin voilà. Ouais. Voilà, Ouais. tout Parfois le temps, trop là. présent. Trop Moi, présent. parce que mes cernes me le rappellent, voyez-vous, il n'y a pas de maquillage ici, donc je suis un peu cerné, mais je suis tellement content de pouvoir m'exprimer, et notamment sur géopolitique profonde. Merci à toi. Plaisir. Voilà, c'est pas un journaliste qui fait des copier-coller d'AFP. Hein. Et ça, c'est important. En tout cas, merci à toi d'être ici présent. Merci de ton invitation. Dites-moi, cher François, pourquoi avoir justement commencé cette enquête sur le fonds Marianne? Vous êtes dit, il y a quelque chose qui se cache, qu'on n'a pas dit peut-être dans les médias? Non, c'est pour des raisons, c'est à la base pour des raisons purement personnelles. C'est une manière que j'ai de fonctionner, c'est il y a une idée qui vient pour une raison ou pour une autre et je me mets à la creuser. Et à un moment, en fait, je me rends compte que j'ai un certain nombre de pages et en fait que ça va faire un livre. Voilà. D'accord. Donc en fait, je me suis intéressé au fonds Marianne alors que j'étais en train d'écrire un livre sur les attentats du 13 novembre que je viens de terminer. Je n'ai pas encore trouvé d'éditeur, on verra un peu plus tard. Et c'était en mars de l'année dernière, donc il y a cette affaire qui éclate. Et exactement au même moment, je reçois de la part du tribunal, je crois, une plainte de Rudi Reichstadt contre moi pour injure publique par rapport à la biographie critique, on va dire ça, que j'ai faite de lui, donc, qui s'appelle L'anticonspirationnisme mis à nu à travers Rudi Reichstadt. Donc en me rendant compte assez rapidement qu'il y était... il était quand même bien mouillé, hein, ça on peut le dire, alors d'une façon qui reste à préciser. Donc je n'ai pas écrit ce livre par vengeance, je tiens à le préciser. Mais bon, ça a été, on va dire que ça a allumé le moteur. Et à partir de là, j'ai trouvé le sujet fascinant. Mais justement, qu'est-ce qui lie d'articuler, déjà de retourner dans l'affaire Samuel Paty, de confronter la version officielle avec, oui, parce que avec ce que certains ont pu en dire, de passer au crible ces 18 associations, je trouve que c'est quand même extrêmement parce intéressant. que revenons au début. Voilà, on a l'assassinat de Samuel Paty. Suite à cet assassinat, l'État crée un fonds qui s'appelle Fonds Marianne pour, en gros, contrer, on va dire, entre guillemets, la propagande islamiste, c'est ça? Alors oui et non. Alors déjà, il n'a pas été fondé dans la foulée, c'est quelques mois plus tard. Donc quelques dates, donc l'assassinat de Samuel Paty, c'est le 16 octobre 2020. Et le lancement du fonds Marianne, on est en avril, je vais dire 1921. C'est-à-dire 2021. En avril de 2021. Alors, mais bon, c'était quand même quelque chose qui était dans les tiroirs.
Alors, vous dites que c'était censé lutter contre la radicalisation djihadiste. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que quand Marlène Schiappa a fait sa sortie dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin, c'est sur BFM, ça? Oui, non? Oui, Oui, BFM, oui. Oui, sur BFM. Effectivement, elle annonce en grande pompe que par rapport à cette histoire du drame de Samuel Paty, on va mettre en place un fonds Marianne, on va mettre 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros, c'est beaucoup, on peut faire beaucoup de choses pour promouvoir la République et effectivement lutter contre la propagande djihadiste en ligne. Alors après, je dis non, parce que quand on lit le texte de l'appel à projet, alors déjà, il faut savoir qu'on n'aurait jamais dû connaître la liste de ces associations. C'est parce que ça a été révélé suite à une enquête de France Télévisions, Marianne. Il y a aussi des gens qui venaient d'autres associations et qui pensaient qu'ils allaient être arrosés aussi de oui, mais parlez-nous de l'appel à projet. Ça, c'est important parce que l'appel à projet, justement, le grand public ne le connaît pas. Oui, alors l'appel à projet, c'est un court texte, en fait, qui est produit par le comité interministériel à la prévention de la délinquance et de la radicalisation, toujours ces acronymes un peu pénibles, qui lance un appel à projet pour que des structures propose des projets qui visent à réenchanter les valeurs de la République. C'est utilisé réenchanter? Non, c'est pas réenchanter, mais il y en a d'autres, parce qu'ils aiment bien ce vocabulaire. Il y a un côté très Disneyland. C'est lutter contre... Alors, le mot radicalisation djihadiste n'apparaît pas. D'accord. Le mot Samuel Paty n'apparaît pas. Non plus. Le mot terrorisme n'apparaît pas. Par contre, ce qui apparaît, et c'est là aussi que, là pour le coup, c'est un prolongement de mon travail sur Rudi Reichstadt, c'est qu'il est question de lutter contre le complotisme, contre la désinformation, et aussi il y a même un premier texte de l'appel à projet où il s'agissait de lutter contre l'islamophobie, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc bon, oui, on est en fait dans un logiciel qui est républicain. Et c'est important de connaître cet appel, la lettre de cet appel à projet, parce que ça explique pourquoi toutes ces structures, en fait, n'ont rien fait par rapport à l'assassinat de Samuel Paty, ni contre la radicalisation djihadiste en ligne, à quelques très rares exceptions près dont pouvoir en parler. Voilà. On lance ce fonds, il y a appel à projet, très bien, et puis il y a 18 associations qui se greffent. Comment se fait-il que ce soit elle qui se greffe à ce fonds? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les amis de Madame Schiappa ont passé quelques coups de fil? Comment ça se passe? Alors, il faut voir comment fonctionne le CIPDR. Donc, il y a une structure... Alors, qu'est-ce que c'est le CIPDR? Alors, c'est une structure qui a été créée en 2006 ou 2007, j'ai un petit doute, à une année près. C'était dans le sillage des émeutes de banlieue. Et il s'agissait, alors ça s'appelait le CIPD à l'époque, il s'agissait de promouvoir un discours qui permette de faire de la prévention par rapport à la délinquance juvénile, important à préciser. Et donc c'est une structure qui dispose d'un budget de 80 millions d'euros, une dizaine de millions, 7 à 8 millions étant consacrés, destinés à des appels à projets. Alors à partir de l'année 2014-2015, il a été décidé de rajouter un R pour la radicalisation, vu qu'on est entré dans une séquence où il y avait des attentats. Voilà, des attentats peut-être très importants pour certains, Charlie Hebdo, Nice, le 13 novembre, moins importants que pour d'autres, juste de simples assassinats, enfin, bon, mais quand même. Bon. Et là, on s'est dit qu'on allait lutter contre la radicalisation. Donc des structures, dans ce cadre, sont cooptées selon le principe du gré à gré pour développer en fait, des initiatives qui visent à promouvoir les valeurs de la République. De la République. Donc les associations... alors le problème de l'appel à projet du Fonds Marianne, c'est que entre le moment où son lancement a été décidé et le lancement effectif de l'appel à projet, ce qui était extrêmement difficile, c'est de pouvoir mobiliser des associations qui avaient directement des projets qui étaient clés en main. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait basculer
des associations qui étaient financées selon le principe du gré à gré. Alors c'est important de voir cette nuance. Le financement par gré à gré, ce sont des personnes qui se cooptent, en fait, alors je veux dire dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin en fait de savoir. Donc la plupart des associations, par exemple Conspiracy Watch, à un moment se dit, oh oui, tiens, je te connais, c'est quand même sympa ce que tu fais. Bon tiens, voilà 30 000. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça le gré à gré. Alors comme ils ne pouvaient pas trouver de nouvelles structures, et comme en plus ils ont un cahier des charges qui est extrêmement précis, parce qu'il faut voir qu'on est dans un milieu républicain, c'est-à-dire qu'on ne va pas aussi coopter des structures, on ne va pas coopter géopolitique profonde, vous voyez, par exemple, ou égalité et réconciliation, même si pour avoir des pistes à proposer. Donc en plus ils doivent être certains d'avoir des gens qu'ils connaissent, qui défendent un certain type de discours, un certain nombre de valeurs. Donc vous voyez, je parlais de haine anti-LGBT. Alors il faut soutenir aussi l'Ukraine contre la Russie. Il faut... bon, écoutez, ça me reviendra au cours, mais vous voyez, il y a tout un ensemble de causes. Et qu'on ne pouvait pas faire entrer n'importe qui. On n'avait pas le temps de faire venir de nouveaux acteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les bons vieux amis qui étaient financés par le gré à gré, et on leur a dit, on va vous faire basculer dans l'appel à projet. Alors, ce qui est déjà une fraude, il faut voir, parce que et ça a été pointé par le rapport de la commission sénatoriale, parce qu'un appel à projet, normalement, c'est ouvert à tout le monde, c'est spécifique, et voilà, bon, on peut comprendre qu'il y a quand même quelques conflits d'intérêts, que ce soit des gens qui soient un peu connus, qui soient nos amis, mais bon, vous voyez, c'est dans ces circonstances qu'un certain type de structure bien particulière, qui développe un certain discours bien particulier qu'on connaît trop bien, c'est-à-dire que si j'avais une association de 1901, j'aurais pas pu prétendre à demander une subvention, même si j'étais dans l'appel. Ah si, vous auriez pu. Mais j'aurais pu. Ah oui, vous auriez pu. Mais il faut voir que si on fait le bilan des 2,5 millions d'euros, bon, il y a des complexités, mais on va rester sur les 2,5 millions. Enfin, c'est 2 millions, mais il y a une asso qui a pris 500 000, mais après ils l'ont enlevé. Enfin bon, il y a tout un micmac. L'asso n'était même pas au courant elle-même. Il y a beaucoup quand même de structures qui ont concouru à cet appel à projet. Si vous respectiez la lettre de l'appel à projet, c'est-à-dire des structures qui n'étaient pas forcément amies. Je termine là-dessus, je perdais l'idée. C'est que si on fait le bilan des financements sur les 2 millions ou 2,5 millions, 80% des fonds sont allés à des structures qui étaient déjà financées par le CIPDR depuis 2 ou 3 ans. Donc vous auriez pu aller gratter quelque chose, mais on va dire que vous n'étiez pas dans la... Enfin, ça aurait été un peu plus compliqué, voilà, peut-être avec des relations aussi. Ah bah oui, donc ça aurait été plus compliqué en effet. Mais alors du coup, à quel moment nos amis de Conspiracy Watch, qu'on salue, et je pense qu'ils vont nous faire un petit short comme ça, parce que des fois ils nous font des shorts gratuits, donc je les salue quand même. À quel moment Conspiracy Watch, Mendes France, Reichstadt et compagnie se greffent à ce fonds Marianne? Alors Tristan Mendes France, je ne sais pas trop, parce qu'il n'est pas dans une structure qui, lui, c'est Stop Hate Money. Je crois pas que Stop Hate Money n'est pas financé par le CIPDR. Ils se sont greffés sur le fonds Marianne, en fait, tout naturellement, comme un certain nombre de structures. C'est-à-dire que Rudi Reichstadt et le Conspiracy Watch, Conspiracy Watch, étaient financés, en fait, par le CIPDR à hauteur de 30 000 € par an, autant que je me souvienne, depuis avril 2020. Ouais. Donc ça faisait déjà 1 an qu'il avait un partenariat avec le CIPDR. D'ailleurs, je pourrais vous parler de son projet un peu particulier, parce que notamment il faut savoir qu'une partie du fonds Marianne, pour ce qui concerne Conspiracy Watch, on ne parlera pas que de ça, mais il faut quand même en parler. Et ça a été dit tel quel devant la commission d'enquête sénatoriale, c'est que ça vise à financer ces fameuses notices d'information que vous avez peut-être repérées si vous en avez été victime. Moi, j'en suis victime. Donc, et en plus, qui sont poussés selon un algorithme très favorable par Google, ce qui fait que quand on tape votre nom, vous apparaissez immédiatement en première position.
quelle que soit l'audience ou la qualité de l'article. Donc vous voyez, c'est à ça en fait que c'est un bon exemple pour comprendre, c'est-à-dire que en fait Conspiracy Watch n'a pas pu s'adapter au quart de tour pour proposer quelque chose d'autre. L'appel à projet ne stipulait pas qu'il fallait lutter contre Samuel Paty, pas n'importe quoi. Voilà le pauvre. Qu'il fallait. Oui, bon déjà, paix à son âme. Qu'il fallait lutter contre la radicalisation djihadiste, et en plus il est précisé qu'il faut lutter contre le complotisme. Donc d'une certaine façon, du point de vue de la lettre, ils sont dans l'esprit. Mais vous voyez, très, très bon exemple de la façon dont des organisations ou des associations ont pu être recyclées et représenter et en l'occurrence là, sans même changer l'intitulé. Hein. C'est-à-dire que c'est repris tel quel. Et là, le schéma que je vous décris, en fait, on peut le reproduire pour la quasi-totalité des structures. Et d'ailleurs, même c'est plutôt celles qui proposaient des choses nouvelles qui ont eu des ennuis. Oui, en plus, c'est... Quelle chose nouvelle ils proposaient ? Par exemple, on peut penser à l'association Reconstruire le commun d'Alan Melouni, qui a effectué un travail qui est, que j'estime, qui est plutôt correct par rapport. Il faut voir qu'on compare. Hein, c'est pas dans l'absolu. Je trouve ça très mauvais. Mais si on compare par rapport à toutes les autres structures, ils ont plutôt effectué un travail de qualité. Ils ont été cooptés au dernier moment, et parce qu'en fait, ils dérapaient un tout petit peu par rapport à une ligne qui est voulue comme intransigeante. Après, on a exigé d'eux qu'ils remboursent la subvention de 200 000 € qui leur a été allouée. Vous voyez, c'est par exemple ça c'est un exemple. Mais je ne veux pas passer en revue tous les 18 associations. Mais est-ce que c'est réel que les associations qui ont été financées par ce fonds allaient dans le sens du gouvernement et de l'exécutif, ou est-ce que c'est nous qui nous faisons des films ? Non, c'est intégralement aligné sur... C'est-à-dire que quand on parle de promouvoir les valeurs de la République, si on prend l'expression dans son abstraction, à la limite, pourquoi pas ? Parce que la République, c'est la chose commune, la République, c'est bien, c'est le vivre ensemble. Mais après, il faut voir qui l'anime. Et on voit qu'il y a quand même, des éléments de langage. Et ces éléments de langage, on les retrouve de manière systématique dans toutes les vidéos ou les campagnes qui ont été lancées par ces différentes structures. Alors je n'ai plus en fait tous les noms du Fonds Marianne en tête, Dieu merci d'une certaine façon. Mais on trouve aussi beaucoup de gens qui sont proches du pouvoir. Et alors quand on dit proche d'Emmanuel Macron, c'est plutôt une métonymie. C'est comme quand je dis la République aussi, c'est-à-dire qu'on parle d'une espèce de microcosme financier, médiatique, politique, où il s'agit de véhiculer une certaine propagande qui de fait est un prolongement naturel d'une politique gouvernementale. Mais comment il la plonge, cette propagande c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est sur les réseaux, sur Twitter, sur les YouTube ? Parce que par exemple, quand on regarde la chaîne de Conspiracy Watch, ils ont pris pas mal d'argent, mais ils ont 1000 vues au maximum par vidéo. Oh, ils ont un peu plus. Des fois, ils font 4-5 000. Ah, quand même, oui, c'est pas mal, ouais. Oui. 4-5 000 Non, mais 4-5 000, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut voir... la performance est médiocre quand on voit la surface du personnage qui est invité partout. Je vous renvoie à mon livre sur l'anticonspirationnisme mis à nu. C'est quand même assez impressionnant d'avoir... de représenter presque rien et d'avoir autant de surface. Donc il est 4 ou 5 000. En plus, c'est plutôt des fans, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui tombent par hasard. Je regardais encore un contenu aujourd'hui, une interview par Mazarine Pinjot sur la chaîne parlementaire. C'est quand même pas... je doute que des adolescents, en regardant ça, se disent « Chouette, je vais redevenir un républicain, Macron c'est super, les complotistes, les complotistes, ça n'est pas bien. » Et je perds l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont payés, mais ils font peu de vues.
Oui, alors voilà, c'est ça la transition. Quand je dis que c'est pas mal, même 1000 vues, là j'en vois, ça m'avait bien accroché. C'était une émission de Greg Tabibian. Je suis pas couché, autant que je me souvienne. Je suis pas Je suis pas content. Bon, là. Avec Bon. Amélie, j'imagine. Ouais. Alors, Parce que lui, il avait travaillé dessus. oui, alors je sais, d'ailleurs je cite Amélie Ismaili dans mon ouvrage. C'est-à-dire qu'on voit dans les vidéos qui sont énumérées sur cette chaîne, et moi aussi je me suis livré au décompte, c'est impressionnant parce que on est même pas des fois on est en dessous des 50 vues, ou des 20 vues, ou des 100 vues, ça fait pitié. C'est produit un résultat aussi médiocre qui en plus est gonflé par la curiosité que ça a suscité. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit effet de curiosité. C'est-à-dire que même, je pense, les chiffres réels sont encore plus faibles. Alors, j'ai regardé beaucoup de ces contenus. Alors déjà, je n'ai pas pu tout regarder parce que j'ai une vie à côté. Il faut que je garde le moral aussi. Mais quand même, j'en ai regardé un certain nombre et c'est bon, il faut quand même hiérarchiser. Il y a des choses qui sont un peu mieux que d'autres. Hein. Tout n'est pas du même niveau. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement mauvaises. Et on se demande, en fait, ils n'ont été cooptés que parce qu'ils tenaient un certain discours, qu'ils le relayaient. Je pense à un truc tout bête, par exemple le projet de la LICRA. Donc c'est une espèce de portail Sapio qu'ils ont créé sur leur site. Et c'est quoi en fait le projet de la LICRA? Alors à moins qu'il y ait des backdoors, des zones cachées auxquelles je n'ai pas eu accès, ce sont des interviews de Rudi Reichstadt et de Tristan Mendès France. Voilà. Donc des interviews de 3 minutes, mais qui sont... je ne pense pas que ça demande... Ils ont reçu quand même 95 000 euros, la LICRA. Ils ont mis, je crois, près de 200 000 euros au total. Bon, c'est quand même autant d'argent pour faire ça, ça laisse un peu rêveur. Qui sont-ils exactement, Rudi Reichstadt et Tristan Mendès France, hormis d'être le petit-fils de Mendès France? Qui sont-ils? De quel milieu ils viennent? Quelle étude ont-ils fait? D'où viennent leurs connexions, en fait, avec, justement, ces services de l'État? Alors là, je vous renvoie encore à ma biographie de... Ben oui, justement, c'est pour ça que je pose la question. Oui, je le précise parce que je le détaille. En fait, il faut voir que s'ils ont intégré le discours anticomplotiste au Fonds Marianne, ça n'est pas un hasard. Parce que en fait, le pouvoir se rend compte que, en termes médiatiques, il n'arrive pas vraiment à séduire et à convaincre. Donc, il est obligé de coopter un certain nombre de structures qu'il va financer ou qu'il va soutenir, et dont il espère qu'elle va porter des projets, des discours qui puissent asseoir une certaine propagande. Et ce qui est très important dans ce dispositif, donc il faut lutter contre la haine, il faut lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme. Il faut dire que les États-Unis, c'est notre bien-aimé grand frère, tandis que les Russes, ce sont de méchants orques. Bon, il y a un peu de ça. Et ce qui est important, c'est de lutter contre la désinformation et le complotisme. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu, en fait. C'est assez ancien, on pourrait remonter à très longtemps. Dans la séquence la plus récente, c'est à partir des attentats du 11 septembre de 2001. Et dans une séquence encore plus récente, c'est à partir de 2014-2015. 2014, c'est l'affaire Dieudonné. De 2015, c'est l'affaire Charlie Hebdo. Et c'est à partir de là qu'on observe un essor vraiment de ce que j'appelle la galaxie anticomplotiste, avec tout un ensemble d'acteurs qui auparavant n'étaient rien, il faut bien le dire, et qui vont être cooptés, propulsés sur le devant de la scène médiatique pour tenir un discours anticomplotiste qui présente des caractéristiques immuables. Et pour clore momentanément, clore momentanément le tableau, ça n'a pas de sens, mais on comprend. C'est à cette propagande anticomplotiste va être greffée les officines de fact-checking. Et donc là, c'est plutôt les 2-3 dernières années où des services de
presse, comme Le Monde, comme France Info. Samuel Laurent, Guillaume Dodin, voilà, tous ces gens-là. Voilà, et donc ces gens développent, sont imbibés par la même idéologie, développent la même propagande, et d'ailleurs ça me semble impossible qu'ils ne soient pas partenaires, parce que quand on va de l'un à l'autre, on s'aperçoit que c'est un discours qui est extrêmement stéréotypé, où il s'agit toujours de marteler les mêmes éléments de langage, les mêmes accusations, la même diabolisation. Et ce discours, ces dernières années, alors qu'il était réservé plutôt à des niches, en fait, il s'est étendu à une part de plus en plus grande de la population. Et pour prendre vraiment le dernier exemple, le plus impressionnant, c'est à partir de la crise Covid. Hein, donc là, Tout a démarré là, quoi. Ouais, non, c'est-à-dire que là, ça a pris vraiment une ampleur, alors que ça touchait une catégorie finalement limitée de la population. Là finalement, le discours anticomplotiste s'attaque à presque la moitié de la population. Voilà. Enfin, là, je caricature un peu, mais parce qu'il n'y a pas de sondage malheureusement là-dessus, ça doit être interdit. Ma dernière question, et on va passer au débat avec tous nos amis autour de la table. Visiblement, l'État en a peur de ce discours. Oui. Donc là, il met les moyens. Là, il se dit, il faut qu'on prenne des professionnels, soi-disant, du fact-checking pour faire taire ce discours. Oui, et la particularité, là, on parle pas du fonds Marianne. Le fonds Marianne, finalement, c'est de l'écume, c'est révélateur, mais il y a aussi une préoccupation extrêmement grande, c'est les enfants. Donc il faut absolument que... alors autant il y a un certain nombre d'adultes, c'est terminé, on ne pourra plus rien en faire, on ne peut plus les dresser. Oui, c'est un peu comme les chevaux ou les chiens, c'est-à-dire qu'on peut les dresser quand ils ont un certain âge, mais des gens qui ont 20, 30, 40 ans, ça n'est plus possible. Voilà. Donc là, ils se disent, il y a une génération perdue, par contre, il faut mettre toute la gomme au niveau des enfants. Et là, on peut voir que l'initiative, d'ailleurs, du CIPDR et du Fonds Marianne, qui vise spécifiquement les... d'ailleurs, de manière, je pense, très contre-productive, je ne vois pas comment un truc pareil peut marcher, mais c'est ça l'idée, voilà, reconquérir le terrain. Par contre, ce qui est beaucoup plus efficace que cette propagande médiatique ou par Internet, c'est que ça se fait aussi par l'école. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats avec l'éducation nationale, et les enfants sont de plus en plus exposés à cette propagande anticomplotiste. Quand je dis anticomplotiste, mais c'est multiforme. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que on essaye vraiment de reprendre la main à ce niveau-là. Et en plus, comme à l'école, on est dans un contexte où on a des adultes qui vont exercer une autorité. Et en plus, certains professeurs vont être pris en otage par ça, parce qu'on est dans une pyramide hiérarchique, donc il faut appliquer des ordres. Donc là, on tient l'enfant et on peut espérer en faire un cheval un peu mieux dressé, un chien qui lèvera un peu plus docilement la patte. Mais c'est vraiment l'idée, hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça. L'expression de dressage n'est pas dans l'esprit de ces gens-là, n'est pas on n'est pas dans l'éducation. Voilà, c'est pas une métaphore, c'est du dressage. Merci à vous, cher François. On va passer au débat avec tous nos amis, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.